Bonjour à tous. Alors j'ai des problèmes à uploader la vidéo dont je vous parlais, le montage d'extraits de films, sans que la vidéo soit bloquée partout. Donc en attendant, mais ce n'est pas un pis-aller, hein, c'est un très bon sujet, je vais commencer à vous lire le livre Les secrets des familles les plus puissantes, Rothschild et compagnie, de Pietro Ratto, aux éditions Macro, collection Vérité cachée. Introduction. Pour avoir de l'importance dans ce monde, croire qu'il suffit d'être très connu, d'être sur le devant de la scène, est illusoire. Nous vivons actuellement une époque particulière, celle des réseaux sociaux, où chacun de nous cherche désespérément à s'y distinguer et à collecter le plus grand nombre possible d'amis et de partages. Toutefois, ceux qui jouissent d'une influence importante n'y sont jamais, ou presque jamais mentionnés. La famille Rothschild en est l'exemple parfait. Dans les livres scolaires d'histoire de nos enfants, ce nom est quasiment inconnu. En revanche, ce livre veut montrer comment les Rothschild et les autres dynasties avec lesquelles ils se sont tour à tour apparentés ont exercé une énorme influence sur l'histoire de notre planète, du moins de la fin du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Les Rothschild ont bien appris la leçon des banquiers Fugger qui dominaient alors les finances germaniques. Ils ont très vite compris que contraindre souverains et empereurs à s'endetter, garantir du crédit à ceux qui peuvent ponctionner leur peuple pour rendre le dû et se débarrasser aisément de l'endettement par l'imposition fiscale peut rapporter gros. Les pages qui suivent sont le fruit d'une enquête plutôt ardue, souvent menée à travers les liens enchevêtrés des parentés qui émergent des généalogies. C'est surtout une enquête actuelle car elle explique beaucoup de choses quant à l'odieuse dette publique, qui est désormais devenue une obsession pour des millions et des millions de personnes. Cette étude a également été menée en parallèle sur chacune des familles prises en considération. Pour ce faire, il a fallu remonter à divers siècles passés. C'est ainsi qu'il a été possible de démontrer que les grands banquiers et les entrepreneurs de notre époque descendent d'anciennes lignées, souvent de sang royal, dont les représentants, au XVIIe siècle, semblent s'être soudainement rendus compte que la défaite était imminente et inexorable. C'était la victoire de la classe bourgeoise sur l'aristocratie que cette dernière avait réussi à retarder pendant des siècles. C'est-à-dire des familles comme celle des Rothschild, pour être clair. Des familles juives, pour la plupart, qui avaient bénéficié de l'interdiction déclarée par les papes médiévaux de se livrer à l'activité lucrative du prêt d'argent. Cette activité était considérée comme immorale puisqu'elle permettait de s'enrichir et d'accroître les richesses grâce aux intérêts qui découlent de la dimension du temps. Le temps, disait l'Église, appartient à Dieu et non pas à l'homme. Ce qui n'était pas permis aux chrétiens était donc devenu l'apanage des Juifs, lesquels avaient accumulé des richesses grâce à l'usure, ce qui, à la longue, avait contribué à diffuser une nouvelle haine qui s'était ajoutée à la vieille haine chrétienne contre ceux qu'on accusait déjà de la mort de Dieu. Eh bien, au cours du XVIIe siècle, il semblerait que nobles et souverains aient à l'improviste compris qu'ils avaient trop longtemps vécu dans un rêve. Ils se sont réveillés tout à coup et se sont rendus compte que désormais, l'argent, cet argent si important pour financer guerres ou grandes œuvres architecturales dont ils pouvaient s'enorgueillir, comptait beaucoup, bien plus que des titres et du sang bleu. Par ailleurs, ces mêmes nobles eurent une intuition. Cette défaite pouvait s'enrayer à condition qu'ils s'engagent dans de nouvelles voies et qu'ils fondent de nouveaux empires, non plus territoriaux mais financiers, dans de nouvelles régions de la Terre, dans ce nouveau monde sur lequel des gens comme les Rothschild n'avaient pas encore mis les pieds. L'Europe était perdue, mais l'Amérique pouvait être la terre du rachat. C'est ainsi que commença une nouvelle guerre entre la vieille finance européenne et la nouvelle finance américaine. Ce livre raconte cette guerre et surtout l'alliance nouée entre vieux et nouveaux banquiers lorsque les Rothschild débarquèrent dans le Nouveau Monde. Après une série de coups bas entre vieux et nouveaux loups de la haute finance, tous les protagonistes de ce conflit comprirent que la solution la plus avantageuse consistait à déposer les armes et à s'allier, surtout au moyen de richissimes mariages dynastiques, souvent passés inaperçus, plutôt que de continuer à se détruire entre eux. Les Rothschild. Rothschild, ce nom imprononçable. Mayer Amschel de Rothschild est né dans le ghetto de Francfort le 23 février 1744. Descendant d'une ancienne famille de rabbins et de prédicateurs ashkénazes de Worms, de l'union de l'ancienne dynastie des rabbins Han Elkan, avec celle aussi des Worms, il était fils du brocanteur Amschel Moses de Rothschild, dit Bauer, comme le grand-père Moses Kalman, lequel exerçait lui aussi l'activité de cambiste, donc agent de change. Le jeune garçon grandit au numéro 148 de cette Judengasse, la rue des Hébreux, où se trouvait la boutique de son père.
Devenu orphelin à l'âge de 12 ans, Mayer-Amschel commença alors à s'occuper de ses frères tout en tirant profit de ses connaissances d'expert en numismatique, des connaissances qu'il menèrent rapidement à devenir conseiller et fournisseur d'importants collectionneurs. En vertu de ce succès, il décida d'abandonner son embarrassant surnom, en effet, Bauer signifie paysan, ce qui était trop dégradant, et donc de ne garder que le nom de famille Rothschild, nom qui dérive de l'expression Rothschild, soit bouclier rouge, selon l'enseigne qui ornait l'ancienne boutique familiale. Alors qu'il n'avait que 25 ans, son principal client était déjà Guillaume IX de Hesse, landgrave de Hesse-Kassel. Ce fut probablement le général Emmerich Otto August von Estorff, 1722-1796, qui lui présenta le futur prince électeur. Il l'avait connu quelques années plus tôt lorsqu'il occupait la fonction de caissier dans la banque des riches Oppenheimer à Hanovre. En 1764, von Estorff avait fait affaire en fondant une société agricole à Celle, dans la Basse-Saxe. Il avait beaucoup d'estime pour le jeune Mayer-Amschel qui avait si bien su protéger ses intérêts. Ce dernier s'était d'ailleurs tant distingué dans la banque où il travaillait qu'on lui offrit un certain nombre d'actions en récompense. Guillaume IX était très riche, grâce aussi à la coutume, typique des princes allemands de l'époque, de louer leurs meilleurs soldats comme mercenaires aux souverains étrangers et en tirant des profits économiques considérables. Il allait faire ainsi ses meilleures affaires avec le roi d'Angleterre en lui fournissant ses troupes pour le soutenir contre les colonies américaines et leur général George Washington. C'était une belle somme à investir et à faire fructifier. Mayer était l'homme idéal pour ça. Sa relation avec le prince lui rapporta beaucoup. Guillaume IX vit son capital personnel augmenter grâce aux investissements que Mayer effectuait pour son compte, surtout dans le domaine militaire. En échange, Mayer-Amschel, pouvant compter sur ses connaissances, réussit à ouvrir sa propre banque à Francfort. C'est à l'âge de 17 ans, au mois d'août 1770, que Mayer s'était marié avec Gutel Schnapper, fille d'un marchand juif, laquelle lui donna 10 enfants, 5 filles et 5 garçons. Les Schnapper faisaient aussi partie d'une ancienne famille de banquiers apparentée à celle des Worms. Mayer-Amschel allait donc remettre sa fortune entre les mains de 5 fils, Amschel, Salomon, Nathan, Karl et Jacob Mayer. Un important journaliste, biographe de la famille, Herbert R. Lottmann, soutient que les noms des filles n'ont pas été diffusés car la coutume voulait que l'identité des femmes de la famille ne soit pas divulguée, une coutume souvent scrupuleusement respectée. En réalité, nous savons que les 5 filles se nommaient Schönche, Jeannette, Isabelle, Babette, Julie et Henriette. Toutefois, il est vrai que cette coutume permettait aux Rothschild de s'unir à d'autres importantes dynasties juives d'Europe en mariant leurs filles avec les fils d'hommes de pouvoir dont le nom de famille ne pouvait être ainsi leur être directement rattaché. Néanmoins, il les mariait aussi avec d'autres Rothschild lorsque ceux-ci s'avéraient nécessaires pour que titres et capitaux restent dans la famille. Le mariage le plus important parmi ceux des filles d'Amschel fut probablement celui d'Henriette, qui épousa Abraham Montefiore, un membre de la puissante famille juive londonienne émigrée à Livourne et oncle du richissime Moses Montefiore, entrepreneur à succès, futur philanthrope et activiste pour la cause sioniste. Le mariage de Nathan avec Anna Cohen, la belle-sœur de Moses, future cousine au 3e degré de Karl Marx, née 12 ans après leur mariage, renforça encore l'union entre ces deux plus importantes familles hébraïques. Une union qui donna le feu vert à une association financière importante entre les Rothschild et les Montefiore, à commencer par la compagnie d'assurance Allianz, l'actuelle RSA Royal Son Alliance, l'une des plus grandes multinationales d'assurance au monde, qu'ils fondèrent ensemble en 1824. Dès qu'ils furent en âge de le faire, les fils furent incités à ouvrir de nouvelles filiales des banques paternelles dans les villes européennes les plus importantes. Même si la tradition soutient que l'initiateur de cette dispersion fut le papa Mayer-Amschel, si on se base sur les dates, certains spécialistes pensent qu'il est plus plausible que cette mesure ait été prise par Nathan, le premier fils à avoir accumulé des capitaux lorsqu'il s'était établi à Londres en 1805. De toute façon, seul l'aîné Amschel fut retenu à Francfort comme principal collaborateur, puis successeur de son père. Salomon fut envoyé à Vienne, Karl, dont le vrai nom était Kalman Mayer, à Naples, et Jacob, plus connu par la suite sous le nom de James, à Paris. En janvier 1800, grâce au rapport privilégié avec la maison d'Hesse, nos banquiers étaient devenus des agents de l'empereur d'Autriche. Leur prestige devint démesuré au fil du temps, surtout en raison de leur extraordinaire habileté à transférer les marchandises et les fonds de princes et de rois, en bénéficiant le plus possible de lettres de change,
tout particulièrement entre l'Europe continentale et l'Angleterre. Et ce, même en situation d'urgence, comme lorsque les nations impliquées étaient en pleine guerre. Ce qui n'était pas rare car les affrontements étaient fréquents entre les nations où se trouvaient les 5 agences des Rothschild. Les Rothschild et Napoléon. Dans le contexte politique international de l'époque, les affaires des 5 frères commencèrent à devenir importantes. En voici un exemple. L'historien Jean Bouvier, dans son ouvrage Les Rothschild, Club français du livre, 1960, a soutenu à raison que Napoléon a été battu sur un champ de bataille purement financier. Eh bien, derrière la défaite de Waterloo du grand empereur français, il y avait déjà les combines des Rothschild. En effet, ceux-ci financèrent les opérations militaires du duc de Wellington, qui portèrent l'armée anglaise à la victoire. Et après la chute de Napoléon, ils accordèrent des prêts afin de faciliter le retour de la monarchie en France avec Louis XVIII. Et ce n'est pas tout. Durant les dernières années de l'empire de Napoléon, le landgrave Guillaume IX de Hesse s'interrogeait pour savoir s'il valait mieux se ranger aux côtés de Bonaparte ou des multiples coalitions qui s'étaient formées contre lui. Napoléon ne lui pardonna pas cette incertitude, il le priva de sa souveraineté et l'envoya en exil. Lors de ces événements, Mayer-Amschel a démontré tout son opportunisme, puisqu'il a continué en secret à soutenir financièrement le landgrave exilé. Entre-temps, comme Nathan avait sauvegardé la fortune de ce prince en la soustrayant au pillage napoléonien, il put en profiter pour acheter de l'or, pour une valeur de 800 000 livres sterling, et pour entreprendre de nouvelles affaires avantageuses avec les Français. Mayer-Amschel gagna tellement les bonnes grâces de ces derniers qu'il obtint qu'il soit établi l'égalité des droits entre les habitants du ghetto et le reste de la population de Hesse-Kassel. Ce fut fait en contrepartie d'un versement égal à plus de 20 ans d'impôts, et il faut le souligner, en dépit de l'intention de l'empereur d'arrêter d'une façon ou d'une autre le processus d'émancipation des Juifs amorcé par la Révolution française. Au mois de mars de 1810, Jacob s'était définitivement établi à Paris, et pour lui, faire des affaires avec l'empereur était devenu une pratique quotidienne. D'autre part, au cours des années précédentes, Jacob avait rapidement multiplié ses richesses et son pouvoir grâce à une affaire dont les historiens traditionnels n'ont jamais parlé, mais que le chercheur Vittorio Giunciugglo, qui présente souvent des théories différentes de la vision traditionnelle, a très bien expliqué dans son ouvrage Un juif nommé Christophe Colomb, 1994, grâce à des recherches assidues menées sur Christophe Colomb. James, en effet, avait reçu de Napoléon la tâche d'écouler des milliers de lingots d'or soustraits à la banque rivale, l'Office de Saint-Georges, Banco di San Giorgio, un institut financier génois très important et une des premières banques d'Europe. En outre, cette banque contenait les dépôts de la couronne française sur lesquels la République voulait mettre les mains. Rien de moins que l'immense richesse que Colomb avait accumulée lors de tous ses voyages. Gênes avait été occupée par les Français justement pour mettre hors de combat et dévaliser ce qui constituait le principal rival de la banque Rothschild, une fortune démesurée qui avait successivement transformé James en l'un des hommes les plus importants au monde. Mais à part les lingots génois, Napoléon connaissait bien peu des autres affaires de James. Dans ce nouveau siège, James avait énormément développé le trafic d'or et d'effets bancaires entre Angleterre, France et reste de l'Europe, en faisant transporter le précieux métal dans des wagons équipés de compartiments secrets. Lorsqu'il était impossible de cacher ces trafics, il réussissait à faire croire au ministre napoléonien des Finances, Molien, que le flux de l'or vers Londres était favorable à la France car il entraînait l'affaiblissement économique de l'Angleterre. En somme, les Rothschild faisaient des affaires avec dominés et dominateurs, perdants et gagnants. Mais personne ne l'avait vraiment compris. Une pratique que, comme nous le verrons, la famille saura renforcer au cours du temps. On raconte que, sur son lit de mort, Amschel Mayer, décédé le 12 septembre 1812, partagea le monde entre ses 5 fils. Le fait est que ces années furent celles de l'irrésistible ascension de Jacob, qui s'était rebaptisé James. Au moment de la première défaite de Napoléon à Leipzig, il avait réussi à enregistrer sa banque auprès du tribunal de Paris et à y accueillir, grâce à Nathan, la devise anglaise nécessaire pour financer la montée sur le trône de Louis XVIII. Ce fut son premier contrat avec un roi. À l'âge de 21 ans, notre James vantait un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de francs, soit l'équivalent d'environ 5 millions d'euros. Entre-temps, le 26 février 1815, Bonaparte s'enfuyait de l'île d'Elbe avec 500 hommes. Moins d'un mois après, le soir du 20 mars, il s'asseyait déjà au poste de commandement auprès de la résidence des Tuileries. Mais encore une fois, James ne se démoralisa pas. Nous ignorons quel rapport exista entre l'empereur et le banquier durant les 100 jours légendaires qui suivirent, mais on sait que le résultat de la bataille rangée de Waterloo est arrivé aux oreilles des Rothschild avant toute autre personne.
La légende dit que James aurait suivi les opérations militaires d'une auteure et qu'il a tout de suite informé son frère Nathan à Londres. Pour financer les troupes anglaises, Nathan avait transféré sur le continent de 1813 à 1815 des lingots d'or pour une valeur de 15 millions de livres sterling, 6 millions rien que de janvier à juin au cours de l'année précédente, obtenant ainsi un bénéfice financier exceptionnel. Selon une autre version, Nathan aurait été informé par son agent d'Ostende, Rovert. Voici ce qu'écrit l'Ottoman, généralement toujours très confiant dans les qualités morales et civiles de la famille. En réalité, le service de renseignement des Rothschild, qui relie avec son efficacité coutumière les points clés du continent en se servant de bateaux et de diligences, apporta la nouvelle à Nathan avant que celle-ci ne parvienne à quiconque. Toutefois, en bon sujet du roi qu'il était, il en informa immédiatement le gouvernement anglais. Les Rothschild devinrent encore plus riches, mais ils ne furent pas les seuls bénéficiaires de cette victoire. En 1816, grâce aux pressions exercées par le Premier ministre autrichien Metternich, les Rothschild obtinrent de l'empereur d'Autriche le titre de baron, une reconnaissance extrêmement rare, jamais accordée à des commerçants, par ailleurs des juifs. Le titre alla à tous les frères, sauf à Nathan, lequel, en sa qualité de sujet britannique, ne pouvait obtenir un titre honorifique autrichien. Devenu baron à 24 ans, James se permit des largesses. Il invita même à dîner Metternich aussi bien que le duc de Wellington. Il se lia d'amitié avec le duc d'Orléans et devint son conseiller financier. Bien entendu, le duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, roi des Français, une fois sur le trône, n'allait certainement pas oublier les services du baron. Mais tout ceci n'était pas vraiment vu d'un bon œil par les diverses communautés hébraïques européennes. En effet, l'alliance entre les riches banquiers sémites et leurs puissants persécuteurs aristocratiques ne leur échappait pas. Une idée géniale. L'intuition géniale de papa Amschermayel, laissée en héritage à ses 5 fils, était plus ou moins celle-ci. Ne pas se borner à prêter de l'argent à des commerçants ou des nobles, mais en prêter aux têtes couronnées de préférence. Les rois avaient toujours besoin de fonds pour leurs campagnes militaires, pour embellir leurs palais, etc. Les Fugger eux-mêmes, célèbres lignées de banquiers médiévaux dont la domination a commencé à faiblir puis disparaître dès la moitié du XVIIe siècle, avaient montré que le vrai pouvoir consistait de plus en plus à accumuler de l'argent et de moins en moins à posséder des titres nobiliaires. Une caractéristique de la classe bourgeoise naissante. En effet, duc, roi et empereur n'étaient rien sans les financements. Par exemple, le prêt colossal que les Fugger avaient fait à Charles d'Habsbourg permit à celui-ci d'acheter le vote des princes électeurs et de réussir à ajouter à son titre de roi d'Espagne celui d'empereur. On peut donc dire que Charles V, considéré au cours des siècles comme un des plus grands personnages de l'histoire, était en réalité entre les mains d'une famille de banquiers à qui il devait, outre un paquet d'argent, une grande partie de son succès. Cela, Amschelmayer-Bauer l'avait compris, comme il avait compris que le prêt à un roi pouvait reposer sur une garantie qu'aucun autre débiteur ne pourrait jamais fournir, l'imposition fiscale de millions de sujets. En pratique, la dette pouvait passer du souverain au peuple, ponctionné sans mesure, inconscient d'être piégé dans le réseau d'un usurier. Mais ce n'était pas tout. Il avait aussi compris qu'il fallait en même temps éviter le risque de défaut des têtes couronnées. En somme, éviter les faillites historiques comme celles qui avaient emporté, justement à cause de l'insolvabilité de leurs vrais débiteurs, de grandes compagnies financières comme celles des Peruzzi et des Bardi. Pour cette raison, les banquiers devaient disposer d'un réseau très dense d'alliances politiques et accorder des prêts à des souverains disposés à confier la gestion fiscale de leur État à la famille Rothschild. Enfin, une dernière chose était très claire aux descendants des Rothschild, le mécanisme de la dette. Si ce mécanisme était bien géré, il pouvait garantir un recouvrement à l'infini du crédit. Il suffisait de faire en sorte que le débiteur ne puisse jamais solder définitivement sa dette. Il s'agissait là d'un très vieux stratagème. Déjà dans l'ancienne civilisation babylonienne, tous les ans au printemps, les prêtres de Baal distribuaient des prêts aux paysans pour leur permettre de procéder aux ensemencements. Toutefois, comme ils réglaient la réserve monétaire totale au même moment, les prêtres veillaient à ce que la quantité d'argent mise en circulation soit plutôt basse afin que leurs débiteurs ne puissent solder totalement leurs comptes. Cela multipliait leurs dus à l'infini, ce qui plaçait les paysans dans un état d'asservissement à vie en faveur de leurs créanciers. Et naturellement, ceci ne pouvait s'obtenir qu'en exerçant un contrôle direct sur les caisses nationales. Cette série d'intuitions et de combines, additionnées à des mécanismes comme celui de la réserve fractionnaire, pouvait vraiment garantir aux descendants de Mayer une richesse infinie. Ces connaissances bien en tête, les 5 frères Rothschild purent mettre au point leur incroyable recette de la dette infinie. Par exemple, dans le cas d'une énième guerre entre la France et l'Angleterre,
James prêtait de l'argent à la première pour sa campagne militaire, et Nathan finançait des opérations de guerre de la seconde. Puis, une fois la guerre terminée, les deux banques Rothschild octroyaient des prêts pour les reconstructions qui en découlaient. Quant à l'État battu, la filiale bancaire territorialement compétente pourvoyait à l'indemnisation des dommages vis-à-vis de l'État victorieux. Ces prêts s'ajoutaient à ceux accordés précédemment aux deux souverains pour mener la guerre, avec un résultat plus qu'évident, la dette des rois vis-à-vis des Rothschild ne s'éteignait jamais. Bien mieux, elle grimpait de plus en plus, convertie en de nouveaux impôts qui frappaient les sujets, ou, pour utiliser un terme tristement actuel, en une dette publique à croissance continue. Le patrimoine de la famille grandissait démesurément, et il y avait une autre raison à cela. En effet, lors du contrat de partage du patrimoine, une clause voulue par papa Amschel sur son lit de mort interdisait à chacun des 5 frères de se retirer de la société familiale en emportant son propre capital. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, la coutume que la dynastie des Rothschild avait de marier ses descendants entre eux servait aussi à blinder le patrimoine. James inaugura cette coutume en épousant en 1834 sa nièce Bettina, fille de son frère Salomon. James avait 32 ans, Bettina 19. Peu après, un fils de Salomon épousa la fille de Nathan, et ainsi de suite. Comme le souligne Lottmann, sur 18 mariages contractés par les petits-enfants d'Amschelmayer, 16 unirent des cousins au premier degré. Ce spécialiste ajoute: avec ce comportement, les banquiers Rothschild montraient qu'ils n'avaient nul besoin de s'allier aux autres familles de banquiers pour prospérer. Au-delà du stratagème que nous avons appelé dette infinie, les Rothschild réussirent rapidement au cours de la première moitié du XIXe siècle à s'imposer comme banquiers de référence pour les têtes couronnées, surtout en ce qui concerne le système de grands prêts publics typique de cette période historique. Dans la pratique, les choses se passaient de cette façon. L'État permettait à ses citoyens de souscrire à des titres de rente qu'il émettait, ce afin d'obtenir des prêts issus de ces souscriptions, et portant de fait les investissements économiques à la portée des petits épargnants, aussi avec des titres de faible valeur. Par exemple, l'État émettait des bons de 100 francs, somme qui serait remboursée aux citoyens épargnants à l'échéance des titres, en les vendant d'abord aux banques pour 90 francs. Les banques à leur tour les revendaient aux citoyens pour 95 francs, encaissant aussitôt leur part, 5 francs par bon. C'est de cette façon que les Rothschild firent leur fortune, en achetant aussi les grandes dettes publiques, surtout en France. Sans parler d'une distribution de prêts pour le moins abjecte. Il y a 3 ans, un document prouvant que James et Nathan de Rothschild étaient impliqués dans une affaire assez louche menée en 1830 a été découvert par le chercheur Nick Draper dans les archives de l'État londonien. Ce document T71-122 se réfère en effet à un accord entre les deux frères et un certain Lord O'Brien, auquel il avait prêté 3000 livres sterling pour acheter une propriété à Antigua, où 80 esclaves étaient régulièrement utilisés. Sur cette propriété, esclaves inclus, les Rothschild avaient établi une hypothèque. Étant donné que O'Brien n'avait pas réussi à rendre le prêt, ils avaient encaissé la somme versée à titre d'indemnisation pour la garantie annulée, procédant donc également à la vente des 88 malheureux, bien que l'esclavagisme ait été aboli entre-temps par l'État anglais. Et alors qu'à la même époque, Nathan et James s'étaient érigés en paladins internationaux de la lutte contre l'esclavage. Un train de vie princier. Les années passèrent. Peu après la montée sur le trône de l'ultra-réactionnaire Charles X en 1824, la crise économique européenne, qui frappa les Rothschild bien moins que toute autre institution financière, notons-le, puis l'insurrection de Juillet et le couronnement de Louis-Philippe d'Orléans en 1830, qui avait marqué la fin de la dynastie des Bourbons en France, marquèrent définitivement la consécration de James, lequel, comme nous l'avons vu précédemment, avait prodigué nombre de faveurs financières aux princes populaires et pouvait désormais compter sur la reconnaissance royale. Les membres de la puissante famille Rothschild commencèrent alors à regarder avec intérêt l'outre-Atlantique, où ils pourraient réaliser d'autres affaires financières. Pour ce faire, ils choisirent d'envoyer en Amérique non pas un représentant direct, mais un homme de confiance qui avait fait ses premières armes auprès de la banque familiale, Auguste Belmont, juif d'Hesse lui aussi. Belmont fut donc envoyé à New York, où débuta l'ascension de cette autre grande famille, indissolublement liée aux Rothschild pendant de nombreuses années. En outre, vers 1925, les 5 frères débutèrent leur carrière d'investisseurs en commençant à s'intéresser au transport sur voie ferrée. Ils remportèrent divers contrats pour la construction et la gestion des premiers chemins de fer européens. Le principal symbole du progrès, l'emblème de la révolution industrielle du XIXe siècle, porte donc lui aussi leur signature. Ils vivaient comme des princes, les Rothschild, surtout en France. James avait acheté la résidence du XVIIIe siècle, qui avait appartenu à Talleyrand, et se comportait comme un authentique mécène.
C'est sur sa demande que Rossini composa plusieurs opéras et que Ingres peignit quelques chefs-d'œuvre, comme le célèbre portrait de Betty, l'épouse de James. Il allait même jusqu'à choisir comme poète de cour personnel rien de moins qu'Heinrich Heine. Par ailleurs, Chopin donnait des leçons de piano à Betty, tandis qu'à Londres, Mendelssohn s'occupait de l'instruction musicale des filles de Nathan. Bref, toute l'Europe les considérait comme étant les Médicis du XIXe siècle. Dans une lettre adressée à sa future femme, Balzac définissait le baron James par ces mots « toute l'intelligence et tout l'argent des Juifs ». La femme du ministre russe des Affaires étrangères le considérait comme le vice-roi, pour ne pas dire le roi en France, car elle affirmait qu'il se comportait comme Richelieu. Enfin, Amédée Boudin, dans sa notice sur la maison Rothschild, déclare que si les Rothschild avaient vécu à l'époque du roi Soleil, leur richesse aurait probablement fait de l'ombre à l'orgueil de Louis XIV. Le prestige des 5 frères se teintait de plus en plus de nuances politiques. Nathan, l'artisan de la défaite de Napoléon, avait commencé en 1818 à financer le gouvernement prussien en lui accordant un emprunt de plus de 5 millions de livres sterling. Il consolida ainsi un modèle que ses frères allaient suivre après sa mort. Il est décédé en 1836. De son côté, Salomon commença à investir dans les fonderies autrichiennes en finançant la couronne impériale. Puis chacun des Rothschild commença aussi à faire des affaires en matière de métaux précieux, l'or en particulier, surtout grâce à l'acquisition d'importantes mines en Espagne. En 1840, la N.M. Rothschild & Sons était déjà le principal producteur de lingots d'or de la Banque d'Angleterre. En 1852, elle acquérait la gestion de l'hôtel de la Monnaie d'Angleterre. Parfois, les idées de James n'étaient que trop claires. Par exemple, lorsqu'en 1830 la Belgique obtint l'indépendance, il s'empressa de tisser sa toile en expliquant à ses associés « Pour résoudre le problème belge, une forte demande de fonds va arriver et nous devrons profiter de ce moment pour devenir les patrons absolus des finances de ce pays. » Du fait qu'il était très influent, James put aider à résoudre la crise de 1840 au Moyen-Orient, ce qui contribua au bien des communautés hébraïques résidentes. Il influença la succession au trône d'Espagne au désavantage de Don Carlos, Charles-Marie Isidore Benoît de Bourbon, et en faveur de l'infante Isabella II. En contrepartie, la régente lui offrit une gigantesque mine de mercure. Ses propres actions ferroviaires montèrent alors en flèche, elles se vendaient comme des petits pains. Lottmann souligne que pour acheter des quotes-parts actionnaires de James de Rothschild, il fallait littéralement le supplier, et relate une anecdote rapportée par Heine. Plusieurs prétendants à l'honneur d'être reçus par le baron, qui attendait dans l'antichambre de son habitation, s'inclinèrent au passage de son pot de chambre que le valet emportait pour le vider. Le cas de l'Italie est tout aussi éclatant. D'importants financements de la part de James se sont succédés en faveur de la famille de Savoie. Pour faire face à ce prêt, Cavour n'avait pas hésité à contracter de nouvelles dettes, 180 000 écus par an, même avec Karl de Rothschild, le frère de James. Cela mena à l'unification de la péninsule. Mais ce n'est pas tout. Après l'expédition des 1000, financée avec 3 millions de francs en plus de la part de la franc-maçonnerie anglaise, qui avait tout intérêt à ce que le héros des deux mondes ne s'arrête pas à Naples mais anéantisse l'état pontifical, tout cela mena au pillage de la richesse du royaume des deux Siciles. Un royaume bien moins arriéré que l'ont dépeint les historiens après l'unification. En effet, il possédait les 2/3 du patrimoine économique de la péninsule, c'est-à-dire environ 443 millions de ducats sur un total de 667. Un chiffre énorme si on considère que le patrimoine financier du royaume de Sardaigne était évalué à seulement 27 millions. Il en va de même concernant l'état pontifical. En 1831, Grégoire XVI avait demandé à James et obtenu 7 prêts pour un total de 16 000 francs, ce qui avait déchaîné les moqueries plutôt amères du poète Giuseppe Gioacchino Belli, qui dans ses œuvres La Sala del Monsignore Treziore et Er Prestito del Abrero Ronchilli avait clairement mis en évidence l'ahurissante contradiction d'un pape qui n'hésite pas à faire appel à un juif pour le secourir. La gigantesque richesse accumulée au cours du temps par la famille Rothschild fit sortir de leur gonds certains intellectuels de gauche comme Fourier et Proudhon, qui voyaient les juifs comme des parasites et des bourgeois qui s'enrichissaient sur le dos du reste de la population. Pour cette raison, l'historien Robert F. Burns, dans son livre Antisemitism in Modern France, paru en 1950, Antisémitisme dans la France moderne, a soutenu que l'hostilité envers les juifs s'était répandue dans les milieux de la gauche française bien avant qu'elle ne commence à s'insinuer dans l'idéologie conservatrice européenne. Bettina donna à James une fille aînée nommée Charlotte et 4 garçons, dont Salomon, qui joua un rôle mineur dans l'histoire de l'ascension financière des Rothschild. Lottmann ne l'a donc pas inclus dans l'arbre généalogique des descendants les plus influents de James.
Le principal héritier du grand baron fut Alphonse, protagoniste des prochaines phases de notre récit. Comme on peut le constater, Salomon n'y figure pas. Le quatrième fils de James était beaucoup plus porté sur les expériences amoureuses que sur les affaires. Il est mort très jeune, à 29 ans. Ajoutons que, dans leur jeunesse, le nom de ses frères est aussi apparu plusieurs fois dans les potins mondains. Alphonse apparaissait souvent en public avec la belle Esther Lachman, surnommée Païva, l'une des courtisanes les plus aimées et connues de l'époque. De son côté, Gustave se pavanait avec la très belle comtesse de Castiglione, cousine de Cavour et déjà maîtresse de Napoléon III. Cependant, contrairement à Salomon, Alphonse et Gustave surent toujours distinguer les amours des affaires. Voilà, c'est la fin de cette première partie du livre Les secrets des familles les plus puissantes, Rothschild et compagnie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.